12h32 et un nouveau rendez-vous à 7h sur LCI. On le rappelle, canal 26, d'accord, pas d'accord, un duel d'éditorialistes. Sur l'actualité du jour, ce lundi, Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité, face à Pierre Dumazeau, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors je vous propose 3 thèmes. La primaire à droite, ça sent un peu la poudre. Le mot de l'été, Burkini et ses prolongements du jour. Et puis le SOS envoyé par Jean-Luc Mélenchon aux communistes. Ça vous va comme programme ? Bon, on verra bien l'arrivée. On commence avec la primaire à droite. Pour ceux qui ne sont pas au courant, elle a bien débuté ce week-end. Nombreuses ont été les petites phrases bien ciselées. Ce midi, on retient celle de François Fillon et la réponse ce matin de Nicolas Sarkozy. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Bon, et on a un petit problème technique. Donc, Nicolas Sarkozy était sur RTL ce matin. Lui, s'est adopté un positionnement. On ne répond pas, je ne répondrai pas à mes concurrents de cette primaire. On va analyser tout ça dans quelques instants. On finit quand même pour la séquence présentation avec ce sondage TNS Sofres constat. L'écart se resserre entre Sarkozy et Juppé, puisque les deux hommes seraient au coude à coude en cas de participation moyenne, comme l'on dit. Vous le voyez, 34-34. En revanche, au second tour, Alain Juppé l'emporterait. Alors, apaisement d'un côté, Nicolas Sarkozy, car il est sûr d'être qualifié pour le deuxième tour, a priori. Attaque chez Fillon, car lui doit attaquer pour se rappeler au souvenir des militants, d'accord ou pas d'accord avec cette grille de lecture, Patrick Le Yarrick. Oh, mais on a l'impression que les primaires à droite, là, c'est règlement de compte à aucun choral. Il y a l'ancien président de la République, tous ces anciens ministres qui se battent entre eux, on déballe un certain nombre de choses. Dans ce qu'a dit M. Fillon hier, beaucoup de choses sont connues. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Et comme d'habitude, on ne parle pas des enjeux de fond, c'est-à-dire du programme réel qu'ils vont présenter. Pierre Dumazeau, règlement de compte à hockey choral, pour rebondir sur oui, ce que dit Patrick Le Yarrick. c'est-à-dire que les deux candidats, donc François Fillon et Nicolas Sarkozy, doivent tous les deux gommer un trait de caractère pour entrer en campagne. François Fillon, il a l'image de l'homme qui travaille, sérieux, mais un peu mou, pas trop dans l'attaque. Donc ça a un peu surpris tout le monde, c'est vrai. Et d'un autre côté, on a un Nicolas Sarkozy connu pour ses sorties, sa nervosité, et donc lui veut se poser en véritable rassembleur. Donc ce genre de scènes à laquelle on a assisté le week-end dernier, elles vont évidemment se multiplier. Et c'est là où je trouve ça un peu dommage, parce qu'on ne parle ni du fond finalement, et on parle que de la forme. Alors vous êtes d'accord tous les deux, parce qu'a priori en montant ce plateau, on se disait il va peut-être y avoir des désaccords, ça va venir par la suite. Ça va venir. Mais alors, avant d'en venir au fond, est-ce que ça peut laisser des traces quand même, cette primaire? Même si, on n'a pas pu l'entendre, mais enfin Nicolas Sarkozy jouait l'apaisement ce matin, très clairement sur RTL. Oui, il essaie de jouer l'apaisement parce que ancien chef d'État, parce que ancien président du parti, etc. Bien sûr que ça va laisser des traces, comme la guerre Copé-Fillon a laissé des traces à l'époque de la présidence de l'UMP, ce ne sera pas anodin. Et plus les attaques seront répétées, violentes et de façon continue, plus le rassemblement à la fin de la primaire va être compliqué, voire impossible. Ouais. C'est pas exclu. Et Nicolas Sarkozy prenait déjà ses distances ce matin, justement, en disant qu'il faudra bien qu'on se retrouve sur l'estrade après le premier tour. Alors on va peut-être en venir au fond. Est-ce que c'est là où ça va encore davantage cliver? Parce que là, ce sont des petites phrases en fait sur voilà ce que vous avez fait avant, voilà ce que vous n'avez pas fait avant. Mais quand on va en arriver au fond du programme, même si globalement en économie ils sont à peu près d'accord, c'est sur social, c'est sur les thèmes d'identité, de sécurité où là il y a quelques nuances. Voilà, là il y a une réelle fracture vraisemblablement entre une droite qui est restée républicaine, un peu dans la tradition gaulliste, même une social-gaulliste même, et puis une droite aujourd'hui, celle de M. Sarkozy, qui dit « je n'ai pas d'autre solution que d'aller chercher l'électorat du Front National ». Mais ça, c'est une course à l'échalote qui, au bout du bout, valide les thèses du Front National. Mais en validant les thèses du Front National, comme le disent ses dirigeants, on préfère toujours l'original à la copie. Donc c'est un jeu extrêmement dangereux. Le mieux serait d'avoir un débat projet contre projet, peut-être à l'intérieur de la droite,
mais un débat projet contre projet entre une vraie politique de gauche et une politique de droite. Aujourd'hui, tous les repères ont été brouillés. Vous parliez tout à l'heure des tactiques des uns et des autres. Oui, ceci est vrai. Mais le fond, c'est que l'électorat de droite, l'électorat populaire de droite, il est aussi désorienté que tous les autres électorats. Il se pose beaucoup de questions. Alors, ça, c'est une question. Est-ce que l'électorat de droite, que vous côtoyez, si je puis dire, à valeurs actuelles, est déboussolé? C'est vrai, c'est faux, d'accord, pas d'accord? Moi, je crois pas d'accord. Moi, je crois que l'électorat de droite, il est désormais extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on fasse des promesses qui ne sont pas tenues, qu'il ne veut plus d'un manque de courage politique. Et l'électorat de droite qui vote Nicolas Sarkozy, je ne suis pas forcément convaincu qu'il soit tenté par les solutions du Front National ou d'autres candidats souverainistes. Une chose est sûre, oui, c'est que l'électorat de droite, il va être extrêmement exigeant et qu'il ne laissera absolument rien passer. Le quinquennat de Sarkozy, malgré tout, dans une large partie des gens de droite, a laissé des traces et pas forcément positives. Et pourquoi, dites-vous, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? L'électorat de Nicolas Sarkozy n'est pas tenté par un vote Front National? Je ne crois pas, parce qu'il suffit de lire les deux projets et on peut... Mais les élections montrent le contraire. L'argument de dire que ce sont les mêmes programmes, c'est un peu... Toutes les élections partielles montrent le contraire. D'une part, c'est facile. Qu'il y ait une... C'est que cette glissade-là a fortifié le Front National. Qu'il y ait une porosité d'un électorat qui ne sait pas trop où il va. Une fois Front, une fois Républicain. C'est vrai. Mais la base de l'électorat des Républicains n'est jamais tentée par le Front National. N'est pas tentée par ça. Il suffit de comparer les projets. Ils sont quand même différents. Quand on a des résultats électoraux, pour oui, ce que disait Patrick Legaille, on voit quand même qu'il y a un report de voix plus important quand on a voté le report de voix, il y aura toujours dans l'électorat de droite des gens mouvants, entre guillemets, pas stables dans leur vote. Ça a beaucoup changé. Reconnaissez que ça a beaucoup changé. C'est que, d'une part, aujourd'hui, le Front National capte une partie de l'électorat de la droite républicaine. Les reports de voix, ça ne se fait plus comme d'habitude. D'ailleurs, s'il y a le débat sur ce fameux front républicain, c'est pour cette raison fondamentale. C'est que si personne ne veut plus ça, c'est que aujourd'hui, il y a des transferts, il y a des passerelles beaucoup plus faciles, malheureusement. On close cette première... Allez-y. Non, les passerelles existent, mais je crois qu'avant de tirer des conclusions, il faut attendre les résultats de la primaire et voir quel projet les Républicains vont présenter devant les Français. Bon, voilà pour la primaire à droite. C'était pas si clivant que ça, en fait, entre vous. Vous faites à peu près la même analyse. Ça peut laisser des traces. Et ça va continuer, pardon pour l'expression, de défourailler un peu dans tous les sens dans les semaines qui viennent. Risque pour les candidats de se retrouver difficilement au deuxième tour. Autre thème, alors ça va peut-être être plus clivant. Le Burkini, en tout cas c'est l'un des mots de l'été. Nouveau rebondissement aujourd'hui dans la Croix. Bernard Cazeneuve, se basant sur le Conseil d'État, estime qu'il serait inconstitutionnel dans les conditions actuelles de légiférer. Nicolas Sarkozy à la parade, il suffit tout simplement de modifier la Constitution. Face à cette situation, une loi d'interdiction, je ne sais pas s'il faut dire le costume de bain islamique ou le burkini, je n'en sais rien. Mais c'est une loi qui viserait spécifiquement... C'est une loi qui viserait spécifiquement le port du burkini dans les plages, sur les plages et sur les piscines. Parce que vous êtes une femme. Ouais. Quelle va être la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va nous demander? Mais ce serait des horaires différenciés. Ce serait inconstitutionnel, dit Bernard Cazeneuve ce matin dans très bien, parfait. On change la Constitution. On l'a changée une petite trentaine de fois, c'est pas gênant. Bien légiférer sur le burkini, d'accord, pas d'accord, utile, pas utile? Non, enfin, moi je crois que légiférer, faire une loi, de toute façon, et légiférer après un fait divers, c'est toujours quelque chose de mauvais, parce qu'on légifère dans la précipitation et c'est jamais bon. Et donc, avant de légiférer sur le burkini, il faut se poser la question de pourquoi on en est arrivé au burkini. Le burkini, c'est une des manifestations de l'islam radical que Bernard Cazeneuve et le gouvernement socialiste essaient en tout cas de nous faire croire qu'ils combattent. Donc cette manifestation, il faut traiter la cause. Et traiter la cause, c'est l'islam radical. Donc je préférerais qu'on prenne des dispositions et des mesures contre l'islam radical plutôt que sur une manifestation toutefois, courte dans le temps, je veux dire. Il faut vraiment s'attaquer aux racines. Le burkini, c'est une conséquence. Il faut s'attaquer à la cause. La cause, ce sont les prêcheurs de haine, c'est l'islam radical, c'est le salafisme.
Il faut s'attaquer à tout ça avant de faire une loi sur le burkini. La loi, Patrick Le Yarrick, utile, pas utile ? Le Conseil d'État a dit le droit. Donc il faut maintenant respecter le droit. Je suis très étonné que des gens qui ont été présidents de la République ou ministres ou je ne sais quoi sont prêts à brader des avis du Conseil d'État. Ça, c'est totalement nouveau. Le Conseil d'État a dit qu'il n'y avait pas de menace à l'ordre public. À l'ordre public, mais voilà. C'était la question. C'était la question, absolument. Mais on peut peut-être extrapoler et vouloir élargir un petit peu le débat. Ça, c'est autre chose. Monsieur Cazeneuve a raison de dire que ce n'est pas conforme à la Constitution. Maintenant, on nous dit on veut changer la Constitution. C'est-à-dire que pour quelques éléments qu'on a repérés de ci, de là en France, d'ailleurs, on ne parle de ça que sur les plateaux de télévision et dans les rédactions. Dans la rue, moi, je n'ai rencontré personne qui m'ait parlé de ça. Je rencontre des gens, ils me disent, mais quand est-ce que je vais avoir un logement ? Quand est-ce que je vais trouver du boulot ? Est-ce que mon enfant a une place au lycée ? Mais on ne me parle pas de ça. On peut parler des deux. Hein. Mais bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui est majoritaire dans la rue, dans ce qu'on nous demande, c'est quand même un peu ça. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que cette réforme constitutionnelle que veut l'ancien président de la République est une modification qui vise à attaquer le cœur, c'est-à-dire la laïcité. Ce que représente la laïcité avec tout le traficotage qui est fait autour de ce concept. On fait croire à un certain nombre de choses qui sont totalement fausses, alors que la laïcité, c'est précisément le moyen de préserver les libertés, de croire au Dieu qu'on veut ou de ne pas croire. Mais je crains que ce soit ça qu'on attaque. Dans l'actualité du jour, et en partant un petit peu du burkini, il y a aussi la refondation de l'islam de France. Bernard Cazeneuve reçoit les représentants aujourd'hui. Ça veut dire que la précédente refondation de l'islam de France, ça n'a pas fonctionné ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on essaye de mettre en place des institutions représentatives. Tout à fait, ce n'est pas la première fois. Et l'institution actuellement en place est assez, malgré tout, contestée. Et je crois que ça vient un peu tard, ce que fait Bernard Cazeneuve. Il n'est jamais trop tard pour agir, mais effectivement, il faut absolument renouer le dialogue au maximum, poser les bases claires, rappeler notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, rappeler que nous sommes dans un pays qui aimons la laïcité et qui sommes attachés à ça aussi. C'est urgent. Nous avons commencé à publier dans l'Humanité un certain nombre de tribunes où nous interrogeons des imams, des spécialistes de l'islam, et qui posent la question comme vous venez de le faire. C'est-à-dire, il y a dans certaines fractions de ceux qui pratiquent l'islam des volontés de changer, de modifier, de refonder. Moi, ce qui me gêne dans ce qui se passe là, c'est que l'État aide, que l'État mette des outils à la disposition dès lors qu'on demande. Oui, mais que l'État se mettent à discuter de ce qui est bien ou pas bien dans telle ou telle religion, ça commence à me poser un problème. Et donc, moi, je crois que c'est aux musulmans eux-mêmes de prendre en charge ce débat-là et de modifier ce qu'ils pensent qui doit être modifié. Ça tarde un petit peu, peut-être. C'est pour ça qu'il y a vraisemblablement. Ça n'a pas été fait. Enfin, Nicolas Sarkozy, il y a 12-14 ans maintenant. Ça ne date pas du quinquennat Hollande. Par exemple, personne n'a voulu prendre ce problème. Non, ne disons pas ça. Nicolas Sarkozy a fait des initiatives. La Fondation pour l'Islam, c'est une initiative au départ en 2005 de M. de Villepin. Ce n'est pas donc d'aujourd'hui. Que les choses n'aient pas avancé, aient été empêtrées. C'est très long, c'est très empêtré. Moi, je veux bien qu'on fasse des fondations, des comités, toutes ces choses-là, mais on n'avance pas. Je ne vois pas comment des ministres, un État, peut imposer à une religion ce qui est bon pour la religion ou ce qui n'est pas. Je ne pense pas que le plan de Bernard Cazeneuve se soit imposé. Non, mais je ne dis pas ça non plus. Ce qu'il faut. Mais je crois que qu'il favorise, qu'il joue le rôle de médiateur, oui. Qu'on commence à dire il faut changer ci, ça, c'est autre chose. C'est ce qu'il faut. Mais il est toujours sain, je pense, de discuter avec les religions. On va terminer, si vous le voulez bien, avec Jean-Luc Mélenchon. Il était à Toulouse, la cité des Violettes. Pour le parti de gauche, il y a un souci qui se profile à l'horizon pour la présidentielle. C'est le manque de parrainage. Vous le voyez, Jean-Luc Mélenchon lance un appel
aux communistes. Jean-Luc Mélenchon doit-il participer à la présidentielle? Ça, je m'adresse à vous, Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité. Il dit « j'ai 200 signatures ». On sait qu'il en faut 500. Est-ce que les communistes doivent se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon? Déjà, il y a un débat de fond. C'est pourquoi faut-il 500 signatures et pourquoi ne réformons-nous pas ça? Deuxièmement, oui, Jean-Luc Mélenchon doit pouvoir participer à l'élection présidentielle. C'est une question démocratique fondamentale pour quelqu'un qui a fait plus de 4 millions de voix à la précédente élection. Et je terminerai par dire, ne dramatisons pas le sujet, il aura ses signatures. Donc, autrement dit, les élus communistes seront prêts le moment venu. Je crois qu'on peut monter une histoire, on a connu ça, je ne veux pas faire de comparaison, mais on peut monter une histoire longue en dramatisant, mais moi je crois qu'il n'a aucun souci à se faire, il aura ses signatures. Et vous venez de rassurer Jean-Luc Mélenchon là, si non, mais je crois qu'il le sait. D'accord, c'est de la com, comme on dit, non? Ce qu'il vient de faire à Je n'ai rien dit, je dis simplement que c'est une belle histoire, mais il sera candidat. Oui. Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon aura ses signatures, auquel cas ce serait extrêmement inquiétant qu'un candidat qui représente plus de 10% des gens n'ait pas accès à la présidentielle. Mais au-delà de ça, les communistes seraient totalement suicidaires de partir tout seul et de se retrouver avec un candidat qui ferait entre 1 et 2%. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est la seule alternative, disons, crédible à l'extrême gauche. Donc, évidemment que les communistes font tout ce qu'ils peuvent, le PCF fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher, parce que c'est des guerres, ils sont un petit peu jaloux. Le PCF n'a aucun leader. Non, le PCF n'a aucun leader charismatique, il ne peut présenter personne à l'élection présidentielle. Le seul recours, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas ça la question. Évidemment, ça pique l'orgueil du vieux parti qui est l'autre. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon, d'une part, aura ses signatures et les communistes finiront gentiment par se ranger derrière la candidature du candidat du Front. Le mot gentiment est gentil. Mais ce n'est pas ça. L'appel encore fait ce week-end par Pierre Laurent, ce qu'il réitère depuis des semaines et des mois, c'est qu'on trouve ensemble le chemin d'avoir un candidat commun sur un projet minimum commun. Le candidat, il est trouvé, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça qu'il est parti tout seul. C'est possible. On sait bien que le PCF ne présentera jamais quelqu'un de crédible. Ce que vous dites est possible. Mais le projet du Parti communiste, projet du Parti communiste n'est pas celui que vous dites, savoir s'il doit faire 1 ou 2% des voix. Le projet du Parti communiste, c'est fédérer les forces de la gauche alternative pour gagner mais j'ai l'impression que le projet du Parti communiste, il n'intéresse plus personne. Et c'est bien pour ça que Jean-Luc Mélenchon fait 10 et que vous il doit vous intéresser puisque vous avez interviewé le secrétaire du Parti communiste dans votre journal. Ça doit vous intéresser. Je suis journaliste. Il est important. Je suis journaliste, donc j'interviewe l'extrême droite et l'extrême gauche. Il nous reste une poignée de secondes, on va pas relancer un nouveau thème. Simplement, cette présidentielle, est-ce qu'à ce jour, vous y voyez clair? Vous vous dites, ce sont ces deux-là, hommes ou femmes d'ailleurs, qui seront au deuxième tour, ou bien tout est ouvert? Allez, rapidement. Moi, je crois que tout est ouvert. Il peut se passer beaucoup de choses, mais il faudrait un débat sur les enjeux qui préoccupent les gens, c'est-à-dire quel projet, comment imagine-t-on la France dans un demi-siècle? Quel rôle de la France aujourd'hui? Quel rôle de la France au sein de l'Union européenne, au sein du monde? Quelle place géopolitique, géostratégique de la France? Comment on fait reculer, même comment qu'on annule le chômage? Comment qu'on défend les services publics? C'est toutes ces questions qui devraient être débattues. Si on continue comme ça, on va dégoûter beaucoup de monde. Pierre Mazo, aujourd'hui, vous avez déjà les finalistes en tête. Aujourd'hui, si seulement. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire ce qui sortira de cette présidentielle. Il y a une primaire à droite, une primaire à gauche. Tout est encore très flou et bien malin celui qui saurait pronostiquer les deux finalistes. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce nouveau rendez-vous donc sur LCI, Canal 26, sans oublier d'ailleurs nos applications mobiles. Merci à Patrick Le Yarrick et à Pierre Dumazo. Puis à bientôt sur ce tout beau plateau de LCI. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Merci. Merci à vous. À suivre la météo avec Véronique Touillet. Et puis on se retrouvera pour un journal avec Marie-Aline Mélier à 13h.